Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invitée cette semaine est Monique Kleska. Elle est autrice, elle a travaillé pour les Nations Unies et elle est très connue en Haïti pour son travail en faveur de la démocratie et des femmes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un véritable plaisir d'être ici. Alors je vais commencer par la situation sécuritaire et celle des droits de l'homme. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, s'adressait au Conseil des droits de l'homme récemment et il a dit, en parlant d'Haïti, qu'on arrive à encore un stade supérieur de la crise en raison des gangs armés qui ont le contrôle non seulement de Port-au-Prince, mais au-delà des institutions publiques en ruine et de la situation humanitaire qui continue à se dégrader. Plus de 4200 morts selon l'ONU, entre juillet 2024 et février 2025. Vous vivez à Port-au-Prince. On vit comment aujourd'hui à Port-au-Prince, Monique Kleska? On vit péniblement à Port-au-Prince et on vit péniblement à Mirbalais depuis quelques jours et on vit péniblement en Haïti puisque la situation est vraiment tragique. C'est une catastrophe du point de vue personnel, c'est une catastrophe humanitaire, c'est une catastrophe économique et on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on est arrivé là puisqu'on voyait venir. Les gangs contrôlent la situation et on se dit que les gens au pouvoir doivent être de connivence avec eux puisque tout était prévu et ils annoncent ce qu'ils vont faire. Donc, la prise de contrôle est totale pratiquement sur Port-au-Prince et c'est une situation qui me fait terriblement mal et terriblement mal aux amis et à la population. Mais il y a une résistance. La population résiste quand même. Il y a des manifestations. Malheureusement, les manifestations de la semaine dernière, la police les a repoussées avec du gaz lacrymogène. Mais la population résiste et je veux souligner ce fait. Alors, vous avez évoqué Mirbalais, qui est une ville à 50 km au nord de Port-au-Prince. Ces derniers jours, on a vu des gangs prendre l'assaut de la prison, libérer 500 prisonniers. C'est vrai qu'on avait coutume de dire que les gangs contrôlent 80% de Port-au-Prince, mais ils contrôlent plus que ça. Ils contrôlent, j'allais dire, plusieurs parties et des endroits stratégiques d'Haïti. Des endroits stratégiques d'Haïti, puisque Port-au-Prince, oui, l'ouest, et il contrôle toutes les entrées maintenant et les sorties, puisqu'il y a quelque temps, il y avait une sortie par les montagnes du Mont Nacelle, et là, ils ont pris ce contrôle pour aller vers le sud-est, qui permettait d'aller vers le sud et vers la Grand'Anse. Ils contrôlaient aussi l'entrée vers l'Artibonite, et il y a plusieurs zones de l'Artibonite qu'ils contrôlent, et là, avec leur percée vers Mirbalais, ils veulent contrôler le centre, qui leur permet de contrôler donc et aller vers la République dominicaine et aller aussi vers le nord. Donc, c'est dramatique et c'est terrible. Mais encore une fois, il y a eu des éléments de la police qui ont pu lutter et avec la population également. Est-ce que cela veut dire que les gangs n'agissent pas au hasard, mais qu'il y a une véritable stratégie? Vous avez quand même dit quelque chose de grave. Vous avez parlé de connivence entre les gangs et, j'imagine, certains politiques. Tout cela est coordonné, selon vous? Mais il y a eu des rapports des Nations Unies depuis des années qui ont montré la connivence, même qui ont montré qu'un président avait même créé des gangs. Et il y a eu des rapports, oui, il y a eu des rapports qui ont montré qu'ils finançaient les gangs. Mais aujourd'hui, donc ce n'est pas... Mais c'est la continuation. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de dire que nous ne sommes même pas dans une transition. Ça porte le nom transition, mais c'est le même régime avec le même niveau de corruption, l'argent de l'intelligence. On a montré dès qu'ils étaient arrivés au pouvoir, ils ont essayé quand même de maîtriser si vous voulez, un scandale de corruption avec une banque. Donc, il n'y a pas eu de changement
de régime, puisqu'on est toujours dans le même niveau de corruption, le même niveau d'impunité, le même niveau de violence. Mais ils ont quand même promis qu'il y aurait des élections d'ici février 2026. Est-ce que vous pensez qu'ils mentent quand ils disent on les prépare malgré les difficultés économiques, sécuritaires, humanitaires ? Mais rien n'a été fait pour qu'ils puissent avoir des élections. Il y a eu un accord du 3 avril 2024. Bientôt, ce sera 1 an. Mais attendez, qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Tout ce que l'accord, premièrement, ils n'ont même pas publié l'accord. Tout ce que l'accord prévoyait, ils sont passés à côté et ça n'a pas été fait selon les termes de l'accord. Donc, rien n'a été fait concrètement. La situation sécuritaire s'est empirée, la situation humanitaire s'est empirée, la situation économique s'est empirée. Donc, il n'y a pas eu de transition de régime. Ils veulent garder le pouvoir. Il y a eu de nouvelles... Bon, je ne sais pas, je souhaite qu'ils ne vont pas rester au pouvoir. Et là, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui peut être fait. Ils ne peuvent pas rester. Ils sont tous corrompus, l'argent de l'intelligence et tout ça. Ils ne peuvent pas rester. Donc, nous ne sommes pas réellement dans une transition. La force internationale qui a été mise en place, on a promis 2500 hommes, il y en a moins de la moitié, il y a beaucoup moins d'argent. Est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est d'ores et déjà, à vos yeux, un échec ? Bon, pour moi, c'était un échec prévisible, puisque la situation a empiré. Donc, qu'est-ce que la force a fait? On dit merci donc au Kenya, mais il n'y a pas eu de grands changements. Il y a eu pire. Donc, les gouvernants actuels n'ont rien fait pour s'assurer qu'on pouvait avoir plus de sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était s'assurer que leurs gens étaient au pouvoir, qu'ils pouvaient avoir de l'argent. Et c'est ça. Donc, c'est une continuation du régime. Et la communauté internationale ne dit rien? Bon, la communauté internationale, on a les rapports des Nations Unies. La communauté internationale, d'une certaine manière, les soutient. Mais la population est quand même dans la résistance. Il y a eu des manifestations. La population a dit qu'il fallait qu'ils partent. Et nous, certainement, du mouvement Montana, dans lequel je me reconnais, nous avons dit depuis le juin de l'année dernière qu'il y avait un scandale de corruption et que ces gens devaient partir. Il faut quelque chose de différent. Il faut des gens honnêtes et qui veulent que la population puisse avoir accès aux services pour aller de l'avant. Alors, je veux en venir à une question qui concerne la France et Haïti. La dette, c'est vrai que l'ancien président du Conseil de transition présidentielle, Leslie Voltaire, avait déclaré sur nos antennes que le président Macron, lors d'une entrevue, avait évoqué la possibilité d'une restitution. Est-ce que, d'après vous, le président français doit faire une déclaration, mais aussi des gestes sur cette question historique si sensible? Nous pensons qu'il est important que le président Macron reconnaisse qu'il y a eu une injustice historique avec justement ces 14 navires de guerre et les 500 canons qui étaient dans la rade de Port-au-Prince qui nous ont poussés justement à scier et ceci. C'était l'ordonnance du roi français Charles X. En 1825. En 1825, le 17 avril 1825. Donc là, ça va faire 200 ans. Donc c'est un anniversaire, c'est un marqueur historique. Il faut que ce narratif de Haïti qui n'était pas indépendant et tout ça puisse changer. Que Haïti, maintenant, puisse être reconnu, quelles que soient les faiblesses que nous avons, quels que soient les drames que nous vivons, la situation que nous vivons, il faut une réparation de cette injustice historique. Et nous souhaitons que le président Macron va profiter de ce moment de géopolitique où la France, maintenant, l'honneur de la France, l'image de la France, le poids de la France à travers le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest est en train de vaciller, est en train de s'affaiblir, que le président Macron va faire un acte noble, un acte qui sera peut-être pour la population française un acte héroïque, de dire il y a eu injustice historique. Ça, c'est la première chose, cette reconnaissance. Et deuxièmement, la mise en place d'une commission haïtienne française, justement, pour
statuer sur la situation. Il y a eu des commissions sur statuer sur la restitution des œuvres d'art qui ont été que la France avait pillées de certains endroits en Afrique. Nous pensons que ce serait de bon teint que ceci puisse se faire aussi pour ce qu'on appelle la double dette et que certains d'entre nous appelons la rançon. Nous, du collectif haïtien afrodescendant, nous pensons que c'est important. C'est un moment crucial. Il faut qu'il y ait une somme aussi. Bon, il y a une somme. À l'époque, c'était 150 millions de francs que la France avait exigé et par la suite, ça avait été révisé à 90 millions, mais c'est une double dette. Et là, maintenant, il y a certains qui disent qu'il s'agit de 500 millions d'euros. Il y a d'autres qui disent qu'il s'agit de 21 milliards d'euros. Quel qu'il en soit, il faut que les Français et les Haïtiens, incluant la société civile de part et d'autre et des intellectuels, puissent s'asseoir ensemble pour déterminer justement de quoi il s'agit, combien et aussi comment cet argent devrait être réparti. Nous sommes en train de parler de soins de santé, la paysannerie haïtienne qui a vraiment beaucoup souffert à cause de ça, à cause du code rural qui avait été mis en place par le président Boyer, a beaucoup souffert de cette injustice. Donc, il faut cette restitution. C'est une réparation pour nous qui aura tout son poids historique, éthique et politique. Merci beaucoup, Monique Kleska, d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.